beaucoup de m'avoir invité à parler, à peut-être à échanger, ce que j'espère. Et donc je me disais, je pense que, ce public qui est dans ce colloque, Mayotte en santé, est certainement, comment dire? Convaincu d'avance de ce que je vais pouvoir dire, hein. Mais peut-être pas tant que ça et puis peut-être que c'est, très important, même je pense que je suis convaincu que c'est très important qu'on consolide, une vision cohérente et une vision, et des conceptions qui nous permettent d'agir de manière concertée, de manière, collective sur, ce qu'on appelle les déterminants sociaux ou psychosociaux des addictions, dans la mesure où c'est, de mon expérience, de la vie, de quelques-uns qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus, appelés à donner leur expertise, dans les médias et à avoir un pouvoir d'expertise reconnu, mais, à savoir que ces déterminants sociaux et psychosociaux sont majeurs. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi des déterminants, heu, biologiques, des déterminants, psychologiques. Tout ça est un tout, comme d'ailleurs l'être humain, mais il n'empêche que l'expérience montre très clairement que ces déterminants sont essentiels et cette dimension sociale donc des consommations de drogue et des addictions en particulier, parce que c'est de ça dont on parle, malheureusement est passée à l'arrière-plan, en tout cas dans les pratiques, dans les institutions, enfin pour les institutions qui sont chargées de soigner, dans nos pays, en particulier en France métropolitaine et les traitements, qui sont basés sur les dimensions sociales, que j'entendais tout à l'heure à propos de la médiation par exemple, suscitent assez peu de recherche et de développement, assez peu d'expérimentation et ça c'est, à mon sens, très dommageable. Donc il faut, et je crois que c'est capital, remédier à cette disparition, cet effacement de la dimension, sociale pour comprendre ce que sont les comportements d'usage de drogue, mais aussi les addictions. Parce que si on enlève nos lunettes, dans lesquelles on baigne là, nos lunettes et nos croyances, heu, si on se satisfait plus de nos grilles de lecture, qui en fait conduisent à une forme de culpabilisation ou à une forme d'impuissance personnelle par rapport à cette souffrance qui peut être sous-jacente ou qui peut être conséquente des addictions. Si on fait tout ça, ben, on est capable de comprendre que le contexte joue un rôle fondamental et que donc c'est dans ce contexte que se trouvent les bonnes réponses. Voilà. Heu, je je voudrais ne pas en rester à des positions, trop idéologiques et trop, générales et et vous expliquer comment on est en train de développer, au sein d'Opélia une démarche collective, très collective, pour pouvoir, s'approprier ces questions concernant, les, déterminants sociaux et psychosociaux. On est tous confrontés dans nos consultations, dans nos institutions, dans nos services, en fait, à ces questions et on a, bah, avec les usagers, beaucoup de 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 vécu, de d'expériences vécues, qui nous montrent que ces déterminants sont, extrêmement importants et en fait, ça nous amène à réfléchir à une bonne conception, de ce que c'est que l'addiction pour pouvoir agir de manière cohérente et de manière pertinente, donc de manière efficace et bon, il faut sans doute, s'attacher à essayer de pas sur un plan théorique, mais sur un plan peut-être plus global, heu, parler de cette conception des addictions et
se rapporter au fait que l'espèce humaine, heu, est caractérisée par, ses consommations, qu'on le veuille ou non, comme dit, Jean-Pierre Coutronc, le consommer des substances, c'est normal. C'est quelque chose qui fait partie de notre histoire, c'est quelque chose qui fait partie de nos sociétés et d'autre part, l'espèce humaine se caractérise aussi par, l'importance, enfin essentielle des dimensions sociales et culturelles de ce qui agit l'espèce humaine et du sens qu'a cette action, à la fois au niveau individuel et collectif. C'est ce qui est particulièrement important dans le domaine des comportements, des personnes, des membres de l'espèce humaine. Heu, Elle est aussi, caractérisée par, le recours à ce qu'on appelle des artefacts, enfin que certains appellent des artefacts. On peut les appeler aussi des médiateurs, adaptatifs ou des médiateurs sociaux qui ne sont pas des personnes, mais qui sont plutôt des objets, des symboles et je et c'est là que se situe, sans doute la fonction même, des drogues, des substances, dans la vie, et dans la vie d'un certain nombre de communautés, de toutes les communautés d'ailleurs, mais, de façon différente selon les communautés. En tout cas, prenons des exemples. Prenons l'exemple avec, je pensais à celui, de la d'une population que on connaît depuis une dizaine d'années en France métropolitaine, qui s'est développée, avec les migrations, venues du Maghreb et qui, comporte, des consommations, chez des adultes, jeunes ou des adolescents même, de prégabaline, de Lyrica et souvent associé d'ailleurs avec un une benzodiazépine qui est particulière, qui s'appelle le Rivotril et il est intéressant de voir que cette consommation de Lyrica, concerne, essentiellement cette population érythréenne, notamment d'ailleurs venue d'Algérie, plus que d'autres, pays du Maghreb. C'est, intéressant de savoir que d'ailleurs ces consommations, démarrent, ont souvent démarré dans le pays, en Algérie notamment, et qu'elles ont accompagné les personnes qui viennent, qui migrent en France, et qui se retrouvent d'ailleurs souvent dans des difficultés sans nom du fait de ces migrations et de l'accueil absolument, terrible qu'on fait à ces migrations depuis un certain temps. Et donc, c'est intéressant donc, d'une part le Lyrica, la prégabaline a effectivement une action, un effet anxiolytique, qui peut être, assez efficace sur un certain nombre, enfin en tout cas dans un certain temps, et à certaines doses et que donc ce médicament devient un médicament anti-stress, et avec une valorisation énorme, dans cette communauté et qui fait que la transmission est quasi automatique auprès des autres membres de la communauté, enfin de l'usage de ce produit pour pouvoir, mieux s'adapter à la situation, en France, notamment. On peut aussi donner d'autres exemples évidemment et notamment, bon, celui qui est maintenant un peu mieux connu, mais qui a mis du temps à se faire connaître, c'est celui des opioïdes, qui touche la communauté en particulier, pas seulement, mais en particulier la communauté des blancs, non diplômés comme disent, les 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 observateurs, américains, dans un certain nombre d'États et qui conduisent à quand même une situation terrible sur le plan de la santé publique, puisque c'est un des facteurs majeurs qui a fait baisser l'espérance de vie aux États-Unis avec, des centaines de milliers, d'overdoses, entre 60 et 100 000 chaque année depuis 20 ans. Ça fait quand même beaucoup et
Or, les études et notamment, ces auteurs américains que je citais, en particulier Angus Deaton, qui est un un, prix Nobel d'économie en 2015, qui a écrit, cet ouvrage, que je vous conseille si ce sujet vous intéresse, qui s'appelle, Mort, peu importe, Mort de désespoir, l'avenir du capitalisme, et qui, montre combien, les facteurs qui sont liés aux inégalités sociales et économiques, en particulier dans cette population blanche, non diplômée, en difficulté parce que déclassée, parce que, se retrouvant avec beaucoup de problèmes, aussi de santé d'ailleurs, qui conduisent à l'utilisation d'opioïdes d'antalgiques. Heu, ça cette population s'est engouffrée, et s'est trouvée avalée par ces consommations-là, pour des raisons aussi très liées à la marchandisation, au développement, d'une économie libérale par les laboratoires, en particulier quelques-uns qui ont mis sur le marché ces produits-là. Mais c'est intéressant de voir, je pense que c'est pas vraiment une problématique très présente, en tout cas, vous me le direz si je me trompe, à Mayotte, mais c'est une problématique qui a à voir directement avec une catégorie de personnes. Un certain nombre, enfin des pays, développés, en particulier l'Amérique du Nord, parce qu'en Europe, c'est beaucoup moins puissant, même si on voit ce phénomène aussi dans notre pays, et je peux en témoigner puisque dans les consultations, on voit pas mal de personnes comme ça, mais pas autant et avec autant de risques d'overdose que ce qu'on a pu. Donc, c'était un deuxième exemple, mais on a aussi encore d'autres évidemment, avec le crack dans certaines populations. Là aussi, ces derniers temps, migrantes, à Paris, qui ont été, comment dire? Dégagées, pour, avoir un Paris, propre pour accueillir les Jeux olympiques, mais qui, restent encore dans les quartiers nord-est de Paris, et qui, sont des personnes sous en très grande précarité, utilisant d'un produit ou de 2 produits qui sont généralement le crack et l'alcool, autant que faire se peut. C'est intéressant de voir combien ce produit-là et l'usage de ce produit crack, est un lien, en fait, sert de lien et force le lien dans cette communauté-là, aux grandes dames des autorités publiques qui jugent que ça rend délinquant, que ça rend fou, que ça rend, violent, et que donc, il faut éliminer, à la fois les usagers et à la fois le crack, ce qui n'aboutit toujours pas 30 ans après les premiers prémices de ce phénomène à Paris. Mais, on peut aussi parler de la chimique, à Mayotte. C'est L'année dernière, lors du colloque précédent, Mayotte en santé, on avait eu des éléments très intéressants sur, la nature de cette «chimique» entre guillemets, pour s'apercevoir que c'est essentiellement, je crois, enfin je parle sous votre contrôle évidemment, mais c'est des cannabinoïdes de synthèse, plus ou moins mélangés avec d'autres choses, mais qui déclenchent, on le sait, des crises en fait, heu, parfois d'ordre psychotique, en tout cas d'agitation, des crises de mal-être graves, d'angoisse, et qui, donc appartiennent un peu à cette communauté propre à Mayotte, de jeunes qui, dans la situation de ces jeunes à Mayotte aujourd'hui et hier aujourd'hui, se retrouvent à utiliser cet La artefact-là, vanille. ce médiateur. Ce médiateur, «social» entre guillemets, bien sûr, puisque c'est un objet, mais un médiateur social que cet artefact donc, dans la communauté.
Donc, c'est important de souligner ça parce que toutes les institutions, qui s'occupent de ces problèmes-là, que ce soit en particulier la justice ou même, la santé, heu, n'ont pas cette vision-là. En tout cas, ne portent pas cette vision-là. Or l'usage de drogue, c'est pas une pathologie, c'est pas une conduite délinquante puisque c'est quelque chose qui est dans l'histoire de l'humanité, constant. Heu, mais en fait, c'est la traduction d'une recherche de mieux vivre, de bien vivre et d'adaptation au monde. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a pas de risque, mais ça veut dire que le 1er mouvement, l'impulsion à consommer, c'est ça, c'est mieux vivre et c'est s'adapter au monde dans lequel parfois et régulièrement des populations ont particulièrement de difficultés. Donc l'addiction ne peut pas être réduite à une maladie du cerveau comme on l'entend beaucoup. Enfin, je l'entends encore, je le vois écrit, par, des collègues, psychiatres, addictologues. Enfin la communauté médicale, internationale et y compris en France métropolitaine porte ce modèle-là d'une maladie du cerveau. Alors qu'elle est en fait une perte de contrôle, heu, à la mesure d'un mal-être. Plus le mal-être est profond, plus la difficulté est grave et sévère pour pouvoir s'adapter dans une situation, n n dans sociale, plus, le recours à ces produits, à ces artefacts va être important et plus, le risque de dérapage, de perte de contrôle et avec toutes les complications que ça peut avoir, y compris en termes de dommages, sur la santé vont apparaître donc le primum movens comme on dit, c'est pas un dérèglement du cerveau. Le primum movens, c'est une tentative d'adaptation qui, à un moment donné, peut échouer ou conduire à des risques et des dommages, mais certainement pas, une question donc, purement neurobiologique ou essentiellement neurobiologique. Heu, ça a des conséquences énormes d'affirmer ça. Je pense qu'on est très nombreux à se retrouver sur cette position-là, mais ça ne se sait pas. En tout cas, la société ne regarde pas, ses modes de vie et ne regarde pas ses relations sociales pour comprendre les addictions. Elle regarde le cerveau. Elle va voir le médecin qui va donner des médicaments. Voilà. Donc, de dire ça nous invite à ne pas se limiter à une lecture neurobiologique ou même psychopathologique, des addictions, mais de penser, en fait, en quoi les liens entre la personne, ses besoins et ses environnements, jouent un rôle de régulation ou jouent un rôle de dérégulation de ses comportements et en quoi précisément, c'est là où la réduction des risques est capitale, la personne peut reprendre, contrôle, de ses consommations. Heu, c'est aussi alors, je pense que c'est important, y compris dans des sociétés, comme les sociétés africaines, mais comme les sociétés aussi, mahoraises, mais aussi dans les communautés en métropole qui sont, très attachées à leur culture et à une religion. Combien, la vision morale de cette question est présente. Et il faut en parler parce que parce que ça joue un rôle depuis longtemps très important dans la représentation du phénomène que cette dimension morale. Pourtant l'usage de drogue, c'est pas, une faute morale et sociale, même si en fait ça a été, caractérisé de cette façon, notamment dans nos pays, en France, sous l'angle de la loi de 70 comme une faute. Une faute, c'est une faute morale et une faute sociale, heu, alors qu'en réalité, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est un comportement ancestral
que les êtres humains ont toujours appris à maîtriser ou essayer de maîtriser. Avec quoi? Non pas avec des médicaments, mais avec, un écosystème social et symbolique qui permet de réguler, qui permet de poser des limites, qui permet de donner du sens plus que, du non-sens à l'usage de ces produits et du sens aussi dans le lien communautaire que représente le produit. L'usage d'ayahuasca, ou l'usage même de tabac dans un certain nombre de populations de tribus même, sud-américaines, c'est pas tant, seulement, pour les effets du produit, on peut d'ailleurs discuter, tellement ils sont dépendants de la dimension culturelle, que dans un lien, symbolique, soit pour pouvoir, entrer en communication avec des divinités, soit pour pour produire une introspection. Je dis ça avec les mots qui sont des mots, occidentaux, d'une introspection pour pouvoir aussi, visiter un univers, différent de celui de la réalité vécue et c'est donc, autre chose qu'un problème moral et en fait, il faut s'apercevoir que la morale sociale, n'est pas comment dire? Ne représente pas une barrière, un obstacle contre les déviances comportementales. Surtout quand ces déviances comportementales n'ont pas de victime autre que celle du sujet qui a ces comportements, ce qui est le cas de l'usage de drogue. Heu, il y a qu'à regarder comment les sociétés, évoluent, assez vite, parfois, en matière de, par exemple, autre sujet très, très, heu, enfin, au centre des préoccupations morales et au centre des jugements moraux, par exemple sur, le droit à l'avortement, sur, l'orientation sexuelle, sur aussi, le aujourd'hui, en ce moment, sur les violences faites aux femmes et le patriarcat, sur, aussi un sujet qu'on a oublié, mais qui m'est cher parce que je trouve qu'il est très illustratif et très proche de celui des addictions, c'est celui de ce qu'on appelle l'onanisme, c'est-à-dire, la masturbation. La masturbation a été, violemment condamnée par les églises assez tôt, dans l'histoire, en particulier l'Église catholique, mais, surtout au 18e, 19e siècle, d'une telle manière, d'ailleurs en associant le jugement religieux, et les croyances religieuses à ce sujet-là, à des croyances, on pourrait utiliser le mot médical autour des dégâts, des dommages liés à ces pratiques, qui sont là aussi ancestrales et qui, n'ont rien de pathologique, en soi, mais qui ont été accusées pendant près de 2 siècles, d'être à l'origine de dégénérescence et des malheurs, de la société, par des grands noms de la médecine parisienne notamment. Je pense à professeur pardon, Raspail, qui a laissé son nom à différentes choses et à un boulevard à Paris. Et et puis petit à petit, la société a évolué. Je me souviens que quand, dans les années 60, 68, il y avait, un petit livre rouge qui circulait, parmi les lycéens qui était révolutionnaire, qui était interdit et qui disait: «Mais, la sexualité, c'est normal, la masturbation, ça fait partie de la sexualité, ne vous sentez pas coupable, résistez» et cetera. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça du tout, même au contraire, avec les vidéos, porno qu'il y a, sur le net, la masturbation devient même parfois compulsive, mais en tout cas, elle devient, mondiale sur un même mode puisque beaucoup de gens ont accès à ces images, à ces vidéos et cetera et donc
Bah, c'est pour montrer comment les choses évoluent et combien, la morale sociale, empreinte de religion ou pas, heu, enfin, est un peu à côté de la plaque, ne fonctionne pas par rapport à ces questions-là, mais fait des dégâts. Parce que en fait, c'est un jugement sur l'autre. En général, ça permet une domination d'une catégorie de la population, d'une catégorie des sachants, d'une catégorie de ceux qui ont le pouvoir sur ceux qui ne l'ont pas et pour pouvoir, aussi, enfin, infliger, enfin, on peut le dire autrement d'ailleurs, retirer du pouvoir d'agir, à ces personnes-là. Donc c'est des choses qu'on rencontre au quotidien, c'est arriver à sortir de la question strictement morale, la question de l'usage de drogue et des addictions est capitale pour pouvoir aussi, redonner, de l'espoir, redonner aussi, de la valeur, du sens à ces comportements autres que celui de faute. Parce que, comme je le dis souvent, il n'y a pas plus, poison dangereux que la culpabilisation, que le sentiment de honte, heu, pour pouvoir agir et reprendre le contrôle d'un certain nombre de choses. Quand on se sent coupable, on se sent vite impuissant et donc on a beaucoup de mal à sortir d'une ornière dans laquelle on peut se retrouver, avec ça, puisqu'en fait on est fautif, donc on est puni et c'est logique, voilà un peu. Donc bon, par rapport à tout ça, je ne voudrais pas être non plus trop long, 8h16, je vais essayer de terminer. Nous avons, Ouais. essayé enfin, depuis pas mal de temps, avec des sociologues ou à travers nos propres expériences cliniques, essayer de réunir des données, qui sont d'ailleurs à disposition, des personnes, des étudiants qui sont en recherche, notamment, en psychosocial ou en sociologie pour, mieux comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui est le moteur et qu'est-ce qui joue un rôle dans le développement et dans le basculement de l'usage, vers l'addiction avec les difficultés, voilà, qui se sont répandues en même temps que la l'évolution des usages, l'évolution des produits qui se sont beaucoup développés, beaucoup diversifiés, et cetera. Et donc on Alain? a, au sein d'Opélia, commencé à lancer là, il y a peu de temps, heu, ce qu'on a appelé, démarche Ethica, Ethica pour études transdisciplinaires en intelligence collective des addictions, c'est-à-dire de se mettre tous au travail pour s'approprier ces questions-là, pour pouvoir les faire aussi, les mettre en exergue, les mettre en lumière, en débattre, et bien sûr avec les usagers, mais aussi avec les professionnels, pour aussi mieux comprendre, mieux saisir ce qui se passe. Et en saisissant mieux ce qui se passe, en allant vers ces côtés qui ont disparu de nos radars, à savoir, ces questions dans notre vie sociale, dans notre vie enfin, économique et culturelle aussi, parce que ça joue. Heu, Qu'est-ce qui fait, que nous perdons pied? Qu'un certain nombre parmi nous, ont beaucoup de mal à émerger ou à ne pas se laisser happer, par justement, l'usage de l'artefact et de la substance. Et Ah, en fait, ce 1er travail s'établit autour d'un certain nombre de constats. Les constats qui sont, qu'il y a en gros 3 phénomènes ou 3 situations assez enfin très fréquentes et clés dans, les histoires, que l'on rencontre, et qui ont à voir avec, la dimension de lien social ou de perte de lien social. C'est d'abord les situations de domination. Et les situations de domination, elles sont, un peu partout, et Alain? notamment à travers les inégalités sociales, économiques aussi, oui? Oui, pardon Alain, c'est Corinne. Oui?
celle qui t'a envoyé un petit message. Juste, parce que quand on ne se voit pas, je ne peux pas faire le chrono, te dire le chrono. Mais est-ce que tu peux, là, je vois que tu annonces les trois déterminants sociaux, psychosociaux. Oui, je suis en train de finir, Et ouais. du coup, voilà, ouais, juste pour qu'on puisse avoir le temps de quelques questions dans la salle avant que Jean-Sébastien n'intervienne. Merci Alain, Ouais, merci. mais bien sûr, le problème, c'est que j'étais parti sur 1 heure. Bon, j'essaye de réduire le maximum. J'en arrive à la conclusion, mais bon, voilà. Merci de me rappeler ça. Euh, donc, la première dimension, c'est celle donc c'est celle de la domination que je viens d'évoquer, qui se joue à travers aussi la stigmatisation morale dont j'ai parlé précédemment, qui se joue à, à plein niveau, qui se joue aussi dans le travail et qui se traduit notamment par quelque chose d'assez proche des phénomènes addictifs qui sont les burn-out, avec bizarrement ces crises dépressives brutales et fondamentales, sont ces burn-out. Deuxième type de situation, c'est celle que l'on a beaucoup étudiée enfin, et qui deviennent de plus en plus connues, qui sont celles des violences, notamment des violences sexuelles, des violences faites aux femmes, des harcèlements, etc., de ces attitudes et comportements qui touchent au corps et qui se traduisent notamment par des effets sur la mémoire et la mémoire traumatique. La mémoire traumatique est un obstacle à la vie normale tout à fait essentiel qui nécessite des prises en charge spécifiques. Et puis, troisième type d'élément, c'est la solitude d'aujourd'hui, c'est la déliaison, c'est-à-dire en fait s'apercevoir que nous avons tous, mais certains plus que d'autres, des vies qui sont faites de ruptures, ruptures communautaires, ruptures familiales, ruptures de couple, ruptures dans des trajectoires, etc. Et que la peur de la solitude est un facteur très important dans l'usage, par exemple, des opioïdes. Je parlais tout à l'heure, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est très important de comprendre ça. Ces trois éléments-là, ces trois situations, donc domination, violence et déliaison, apparaissent et nous apparaissent comme des facteurs très importants de stress et de perte de sens ou de perte de tout court de pouvoir d'agir et donc, eh ben, le sentiment d'impuissance, le sentiment de honte, etc. La difficulté aussi pour se rétablir et pour reprendre le contrôle d'un certain nombre de choses, pour pouvoir trouver satisfaction dans sa vie, etc. Ouais, super. Là, j'ai entendu du... Ouais, promis, c'est pas moi. Allô? Les interférences ne sont pas de mon fait. Non, je n'ai pas entendu. Je pense qu'il y avait il y avait Mais du coup, j'en profite. une autre session qui était là. Du coup, j'en profite, Alain. Euh, Euh, hein? j'en profite. Je voudrais finir en 2 mots. Ouais, Peu? alors, ok. Oui. Ok. Et donc, tout ce travail-là, c'est pas simplement pour faire émerger ces réalités qui sont quand même très importantes à mettre en lumière, mais tout ce travail-là, c'est aussi pour en déduire quelles sont les pistes d'action, les pistes de travail soignant ou de prévention qui sont à développer pour pouvoir répondre à ces enjeux-là, qui sont donc ceux que je viens d'évoquer rapidement. Et c'est là où en fait on retrouve ce qui était dit tout à l'heure sur la médiation sociale, la médiation humaine, mais c'est aussi ce qu'on retrouve dans la création de tous les espaces de rencontre, les espaces d'échange, et ce qu'on rencontre aussi dans la création d'espaces où
ou à travers la prise de parole, à travers le partage, à travers le climat relationnel, la confiance, et cetera, se passe quelque chose qui est fondamental, qui est celui d'une cohérence entre la personne et les valeurs du groupe, les valeurs de cet espace-là. Ça veut dire trouver sa place, ça veut dire pouvoir être entendu, être reconnu. Ça paraît rien, mais c'est en fait complètement essentiel et c'est là que se trouve en fait l'essentiel du travail thérapeutique, on peut dire, en tout cas de rétablissement, que l'on a à faire avec aussi les usagers de drogue qui ont des difficultés souvent dans la précarité ou en tout cas dans les ruptures, dans la solitude et ayant subi des violences, etc. etc. Donc c'est autour de ça qu'on est en train de réfléchir pour développer des modalités d'action collective qui répondent à cet enjeu-là et qui permettent ce rétablissement de liens sociaux de type communautaire, d'où la santé communautaire, de type communautaire et de type coopératif, parce que c'est en étant d'égal à égal qu'on peut arriver à cet objectif-là, pas en ayant un savoir supérieur à l'autre. Nous n'avons pas, nous professionnels, un savoir supérieur aux autres. Voilà, je termine là-dessus en m'excusant d'aller vite à la fin, mais une demi-heure de retard, ça pèse. Ouais, ouais. Merci Alain, c'est pour tout cet exposé sur les déterminants sociaux, psychosociaux et le travail qui a démarré là autour, toutes les pistes que tu nous présentes.